vais commencer à présenter Faire Philo tout d'abord. Donc, Faire Philo, c'est une association qui en fait rassemble des professionnels de l'intervention philosophique que je co-préside et qui en fait vise vraiment à fédérer tous les professionnels au sens large qui travaillent dans le domaine de la philosophie pratique. Donc ça peut être des consultants d'entreprise, donc c'est mon cas personnellement par exemple, mais voilà, ça peut être comme aujourd'hui des gens qui travaillent plutôt avec des enfants, ça peut être aussi des coachs qui font du conseil individuel, donc c'est toute une variété de métiers et de pratiques qu'on cherche en fait à rassembler, à définir parce que même si nos publics sont différents, on a quand même un socle commun qui nous rassemble. Et en fait, l'association donc, vise dans un premier temps à définir le métier de philosophe. Donc, notamment, on travaille sur un code déontologique, à cartographier les philosophes de terrain français, voire francophones. Enfin, on a une ambition francophone, en tout cas. Pour l'instant, on est sur le territoire français, on essaye de ne pas être trop centré sur Paris non plus. Et aussi, on a une activité qui vise à aussi s'ouvrir vers l'extérieur, à faire connaître ces métiers donc, dans toute leur diversité. Depuis le début du confinement, on a commencé une série de visioconférences. Donc, au départ, c'était juste entre nous pour parler de ce qu'on traverse en tant qu'entrepreneur face à cette crise, parce que pour nous, c'est quand même un coup dur. Enfin, on sait très bien que voilà, dans ce genre de contexte, on ne fait pas forcément appel à des philosophes. Mais justement, enfin voilà, on a pu, grâce à l'intelligence collective, développer cette réflexion sur l'après, sur quoi on va être attendu pour les mois qui viennent. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ces visioconférences pour vraiment creuser les problématiques soulevées par la pratique de la philosophie, en quoi la philosophie aujourd'hui c'est un outil incontournable. Donc, du coup, c'est une très grande joie pour aujourd'hui de parler de philosophie avec les enfants sous l'angle de l'esprit critique et de l'autodéfense intellectuelle. Et donc sur ce, en fait, je vais laisser la parole à Charlie et Myriam, qui vont également se présenter au début de leurs interventions. Donc, il va y avoir à peu près 45 minutes de temps de parole d'exposé par Charlie et Myriam, et ensuite on passera à une phase de questions-réponses. Voilà. Merci. Bien, alors je commence. Alors moi déjà, je me présente avec la double casquette puisque, comme le disait tout à l'heure Nadine, ma collègue, je suis d'abord professeure de philosophie en lycée et depuis 13 ans, et depuis 5 ans, j'anime des ateliers philo dans l'école et dans la cité aussi, dans les bibliothèques dans la ville du Havre. Et donc, et ben finalement, cette pratique m'a amenée aussi à avoir un nouveau regard sur ma pratique d'enseignante. Donc, c'est ce que je trouve intéressant aussi. Ça a donné un renouveau dans ma façon de faire. Alors, donc de l'Antiquité à nos jours, nombreux sont les auteurs, philosophes, scientifiques, sociologues, pédagogues, à avoir mis l'accent sur l'importance de raisonner, de discerner, d'exercer notre esprit critique, que ce soit pour se préparer à affronter un monde en rapide changement, pour faire face aux défis qui se posent, les défis climatiques, politiques, économiques, ou pour se prémunir contre les fanatismes, les manipulations, voire les radicalisations, mais aussi dans le cadre de l'éducation pour permettre aux enfants de devenir des citoyens éclairés. La nécessité de développer ou enseigner l'esprit critique fait consensus. L'enjeu est d'autant plus fort aujourd'hui que les réseaux sociaux décuplent les informations qui circulent rapidement et où règne le sensationnel, l'émotionnel. On s'indigne, on s'émerveille, on partage parfois sans vérifier la fiabilité de la source de l'information, de sorte qu'on peut parler de véritable contagion sociale des fake news, puisque finalement, entre la propagation d'un virus et d'une rumeur, eh ben, il n'y a pas tant de différence que cela. Se multiplient aussi les possibilités de faire entendre sa voix. Chacun est incité à se distinguer des autres en développant, si possible, une réflexion originale face aux nombreux messages qui nous parviennent. On pourrait même presque parler aujourd'hui d'une injonction à commenter, à réagir, à partager. Et les enfants et adolescents le font de plus en plus tôt. Faire preuve d'esprit critique, penser par soi-même, est alors un peu plus important. Mais comment une pensée autonome se construit-elle ou se cultive-t-elle de l'enfance à l'âge adulte? Car l'esprit critique n'est ni inné ni spontané. Même si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, il est nécessaire de se doter d'une méthode pour examiner, évaluer la qualité épistémique de nos connaissances. Cela demande de l'effort et du temps, c'est donc un art qui s'apprend et qui fait d'ailleurs l'objet d'un enseignement explicite dès l'école primaire et au secondaire. C'est aussi une pratique qui s'insère dans un mouvement plus ample auquel les nouvelles pratiques philosophiques, les NPP, participent toujours davantage avec les cafés philo ou les ateliers dans les prisons par exemple.
Alors, nous défendons aujourd'hui avec Myriam l'hypothèse selon laquelle les ateliers de philosophie sont un moyen privilégié de développer l'esprit critique, et ce, dès l'enfance. Alors, le comble, vous le verrez, c'est que cette discipline est elle-même victime de nombreux préjugés que nous essaierons de débunker tout à l'heure. Alors, nous allons ensemble voir dans un premier temps ce qu'est l'esprit critique et son lien avec la philosophie. Puis nous examinerons les préjugés sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Dans un troisième temps, nous verrons pour quelles raisons les ateliers sont un moyen privilégié de travailler et d'exercer l'esprit critique, en particulier des enfants. Et enfin, nous aborderons les limites, les nuances à apporter à cette hypothèse. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que l'esprit critique et son lien avec la philosophie? Alors, je vais être obligée d'être un peu rapide là-dessus. Évidemment, j'aurais pu parler 3 heures sur ce que c'est que l'esprit critique, mais je vais essayer de donner des éléments, je dirais, de manière à pouvoir ensuite réfléchir sur l'esprit critique avec les enfants. Alors, commençons d'abord par ce qu'il n'est pas. Alors, l'esprit critique, ce n'est pas une pensée irraisonnée ou une proto-pensée, ce n'est pas un préjugé, c'est quelque chose qui serait guidé par les émotions, les intuitions, sans étayage de preuves certaines, une pensée confuse, imprécise, vague, superficielle, si tant est qu'on puisse encore appeler ça une pensée. Le mot opinion ou doxa peut-être conviendrait mieux ici. Donc au sens strict, on ne peut pas penser sans critique. D'ailleurs, penser et critique étymologiquement, tiens, je fais un petit clin d'œil à Tristan qui aime bien les étymologies, sont très très proches, hein, puisque penser, ça vient de pensare qui veut dire peser, comparer, et critique, ça vient du grec krinein qui veut dire juger, passer au tamis, séparer. Donc on a quelque chose de très proche entre pensée et critique ici. Alors d'abord, l'esprit critique, ce serait proche de la libre pensée et de la liberté d'examen. Alors pourquoi ces deux rapprochements? Parce que dans les deux cas, il y a la notion de liberté, mais pas dans le même sens. Alors déjà, libre pensée parce qu'on ne conçoit pas qu'on puisse exercer son esprit critique si une autorité nous impose quoi penser, quelle représentation du monde avoir. Et donc finalement, on voit que l'esprit critique, c'est d'abord se libérer de contraintes externes. Les autoritarismes, qu'ils soient religieux, politiques, doctrinaux, traditionnels, etc., sont des choses qui empêchent de développer son esprit critique. Voltaire, par exemple, parlera du fanatisme à l'époque des Lumières. Mais l'esprit critique, c'est aussi se libérer des contraintes internes. Ça, c'est particulièrement montré par Kant, notamment dans Qu'est-ce que les Lumières, puisqu'il considère que la paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes ne pensent pas par eux-mêmes. Alors, dans les contraintes internes, on peut aussi penser au conformisme, ou ces comportements grégaires, dont parle Nietzsche dans Le Gai Savoir, qui font que finalement, soit par peur de déplaire à autrui, soit parce qu'on pense que vraiment c'est la majorité qui a raison, eh bien, on se conforme au plus grand nombre. Alors, on peut aussi penser à l'esprit critique comme une forme de catharsis ou d'ascèse intellectuelle, de réforme de l'esprit. Et ça, c'est par exemple ce que Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique, décrit comme méthode d'esprit critique pour découvrir la vérité. Alors, on se rend compte déjà que ça demande de l'effort sur soi-même et contre les autres. C'est se libérer des contraintes externes et internes. Et donc, il ne suffit pas d'être capable d'exercer son esprit critique pour le faire, puisque justement, ça demande de l'effort. Il faut aussi en avoir envie, il faut aussi être motivé à le faire. Alors, je précise ça parce que ce sera important, notamment dans l'apport des ateliers, justement, sur ce point-là. Alors, c'est pour cela qu'il ne suffit pas de supprimer ou du moins de réduire les autoritarismes religieux, idéologiques ou politiques pour que les hommes exercent tous leur esprit critique. Même en démocratie, il est primordial de rester vigilant. Premièrement, parce que les hommes ont tendance à se soumettre aveuglément à l'autorité. Il suffit de penser à l'expérience de Bill Graham. La blouse blanche, c'est quelque chose qui incite parfois à se soumettre à l'autorité de manière aveugle. Donc le conformisme dont on vient de parler, et puis voilà, c'est cette idée que par paresse, on pourrait laisser les autres décider à notre place. Deuxièmement, parce que l'on n'est jamais certain que ces autoritarismes ne reviendront pas. Ne serait-ce que peut-être même sous d'autres formes, ça pourrait être sous forme de publicité ou économique. Troisièmement, parce qu'il y a certains mots typiques de notre époque qui nous amènent à réfléchir aussi sur l'esprit critique et à le considérer comme éminemment important. Ces deux mots, ce seraient le relativisme et le complotisme. Alors, quand je dis relativisme, ce n'est pas le relativisme critique à la Montaigne, c'est vraiment le relativisme mou qui considère à chacun sa vérité, chacun pense ce qu'il veut.
Alors, pourquoi ces deux courants de pensée? Alors, c'est notamment Bernard Williams dans Vérité et Véracité qui soutient que notre société, elle est parcourue par ces deux courants de pensée contradictoires et associés. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il y aurait cet attachement à la véracité, le souci de ne pas se laisser tromper par les discours officiels, par les apparences. Et la dérive de ce courant, bah, c'est le complotisme. Je ne veux pas me laisser tromper par les discours officiels. Et puis, deuxième courant de pensée dans notre société, c'est cette défiance à l'égard de la vérité. Existe-t-elle vraiment? N'est-elle pas finalement relative ou subjective? Et donc, comme je vous disais, ça mène à l'hyperscepticisme ou le relativisme. Alors, ces deux courants de pensée, que ce soit l'attachement à la véracité ou la défiance à l'égard de la vérité, en fait, ils sont liés, paradoxalement, puisque normalement, ils sont contradictoires. Pourquoi? Parce qu'un désir de vérité, ça enclenche un processus critique et généralisé. Et donc, ces deux courants, ils contribuent à affaiblir le crédit des scientifiques et à universaliser la suspicion à l'égard des discours officiels. Et ces deux courants se retrouvent sur les bancs de l'école et dans les forums de discussion chez les jeunes. Alors, quelques mots sur le relativisme et le complotisme. Le relativisme mou dont je vous parlais, c'est finalement chacun sa vérité, chacun pense ce qu'il veut, c'est une mauvaise interprétation de la liberté d'expression, de pensée, ou même de l'ouverture d'esprit ou de la tolérance. En fait, c'est une mauvaise interprétation qui mènerait à se dispenser d'une certaine pertinence et d'une cohérence des propos. Tout le monde se croit légitime pour parler de tout se vaut, puisque rien n'est vrai finalement. Alors, outre les problèmes logiques et moraux que pose le relativisme, il est aux antipodes de l'esprit critique, puisque avoir l'esprit critique, c'est justement considérer que la recherche de la vérité a un sens, c'est chercher à départager ce qui est de l'ordre de l'opinion, de la croyance, et ce qui est susceptible d'objectivité. C'est considérer que certaines opinions, certaines positions en tout cas, sont plus fiables que d'autres. Alors pour le cas du complotisme, c'est plus délicat parce qu'il se revendique comme esprit critique bien souvent. Et il tient à ce rapport délicat à l'autorité. Pourquoi? Tout à l'heure, je disais, avoir de l'esprit critique, c'est gagner en autonomie par rapport à l'autorité dogmatique. Donc, on pourrait dire que le complotiste refuse cette autorité dogmatique. Mais en même temps, dans les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés, il y a aussi une nécessité matérielle de faire confiance aux gens. Je ne suis pas forcément habilitée à juger comme un scientifique, par exemple, sur ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est ce qui amène au fait qu'il y a une difficulté à établir les faits. Et donc, on est dans cette ambivalence entre refuser l'autorité dogmatique, mais en même temps, devoir faire confiance à des experts. Alors, du coup, le complotisme, il tord la réalité dans le sens de ses intérêts. Il inverse aussi la charge de la preuve. Ça, c'est vraiment important à propos de l'esprit critique, puisque finalement, le problème du complotisme, c'est que ce sur quoi il n'exerce pas son esprit critique, c'est sur l'existence du complot lui-même. Un vrai esprit critique, il doit remettre en cause l'existence du complot. Et donc, il ne doit pas finalement demander qu'on prouve que ce qu'il avance est faux. Vous voyez, c'est ça qui pose problème, notamment dans le complotisme. Alors, pour ces questions du théorie du complot, je vous renvoie aux travaux de Sylvain Delouvet, notamment. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, on voit que le mode de pensée critique est aussi ancien que la philosophie grecque. Socrate s'employait à dénoncer les sophismes, ces raccourcis de la raison qui ne résistent pas à un examen critique. Et tout au long de l'histoire, les philosophes se sont emparés de cette ambition et ont posé les bases de la pensée méthodique. Francis Bacon, René Descartes, David Hume, Emmanuel Kant et plein d'autres. Il semble donc que la philosophie se donne comme objectif de développer l'esprit critique. Elle a le souci d'avoir les mots justes, d'expliciter les concepts, savoir argumenter, reconnaître les présupposés et les arguments fallacieux, par exemple. L'esprit critique se définit par un ensemble de capacités permettant d'évaluer la qualité épistémique des informations et de calibrer la confiance dans ces informations avant de prendre une décision. Et donc, c'est une exigence réflexive à la fois à l'égard de ce qu'on dit et de ce qu'on entend ou lit. Et donc, la philosophie ressemble à ce qui pourrait développer l'autonomie et l'autodéfense intellectuelle des enfants. Mais qu'en est-il du rapport entre la philosophie et les enfants? Alors, si on regarde la tradition, par exemple, Platon, il considérait que la philosophie devait se faire très tard, autour de 50 ans. On se rappelle de cette fameuse phrase « nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Donc, il fallait avoir d'abord pratiqué les mathématiques, d'avoir une grande culture pour pouvoir faire de la philosophie. De même, Descartes considère que l'enfance, c'est le règne des préjugés. L'enseignement de la philosophie en France, par exemple, est traditionnellement réservé aux élèves de terminale,
avec récemment la réforme donc, qui fait de la philosophie en première avec la spécialité à HEP, mais en général, on considère la philosophie comme le couronnement des études, et donc il faudrait avoir une certaine maturité pour en faire. Donc c'est pour ça que dans un deuxième temps, je vais examiner avec vous 3 préjugés à l'égard de la pratique de la philosophie avec les enfants et essayer de les remettre en cause, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ces préjugés. Alors premier préjugé, l'idée que la philosophie ne serait pas faite pour les enfants, que ce ne serait pas de leur âge. Alors, effectivement, comment oser violenter l'innocence de l'enfant avec des concepts austères de la pensée complexe au lieu de lui laisser pleinement ces années d'insouciance qu'il sépare de l'âge adulte. Si on dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, eh ben, ça ne regarde pas les enfants à qui on doit épargner ces considérations. Alors, on pourrait dire que l'argument semble valide au premier abord, hein, il semble recevable, sauf qu'en fait, il ne fait pas le tour de la question. Déjà, quand on pense un petit peu à ce que vivent les enfants, on se rend bien compte que ce n'est pas le monde des bisounours. Que leur vie n'est guère pacifique. On reçoit plus de coups de poing et de coups de pied à 6 ans qu'à 60, par exemple. Il suffit de regarder une cour de récréation pour s'en rendre compte que leurs relations ont parfois la dureté qui n'a rien à envier à ce qu'on voit dans Game of Thrones, le sang et les dragons en moins. Alors, ils savent bien que le monde est injuste et ils ne trouvent pas ça normal. Alors, faut-il attendre qu'ils s'y habituent? Faut-il attendre qu'ils trouvent ça banal et qu'ils prennent le pli de reproduire ces comportements injustes? Sans doute pas. De même, croire qu'il y a des thèmes dont il faudrait protéger les enfants, comme la mort, la guerre ou la violence, eh bien, c'est ignorer en fait leur besoin d'en parler de ces thèmes-là. Hein, pour info, voilà, les ateliers que je fais au collège, le thème de la mort et de la guerre revient très souvent dans leur questionnement, et c'est eux qui demandent à aborder cela. Mais on peut très bien aborder la mort sans être morbide, puisqu'on peut se demander finalement ce serait quoi si on était immortel, qu'est-ce que ça changerait, etc. Alors une variation de cet argument, c'est de dire, eh bien, c'est pas fait pour eux parce que ça pourrait les déstabiliser, ça remettrait en question l'autorité du maître ou des parents, parce que c'est une activité qui finalement serait rebelle ou subversive. Alors, déjà, premièrement, c'est sans doute les adultes qui seraient déstabilisés par les questions souvent profondes des enfants. Hein. Je me souviens d'un enfant en 6e, on parlait des émotions, donc un thème, on pourrait dire, plutôt adapté aux enfants. Et puis, d'un coup, il me dit, oh, bah oui, mais si on se demande ça, après tout, pendant qu'on y est, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En 6e, je me suis dit, ok, il est en train de me refaire Leibniz, c'est quoi le rien? De même que certains parfois me disent, mais et si après tout on vivait dans un monde virtuel comme dans Matrix? Donc voilà, ils sont capables aussi de refaire l'hypothèse du mal-infini qu'on retrouve chez Descartes. Donc leurs questionnements peuvent être parfois métaphysiques, très profonds et voilà, d'une réalité assez incroyable. Donc, c'est probable que ce soit les adultes qui soient plus déstabilisés que les enfants si les enfants font de la philosophie, et que ça pousse les parents à devoir clarifier leurs propos. Et finalement, si on veut que nos enfants ne soient pas dupes, pas manipulés, il faut accepter soi-même peut-être que les enfants examinent la validité de ce qu'on dit. Alors, deuxième préjugé, l'idée qu'ils ne seraient pas encore capables de philosopher. Alors, pourquoi ils ne seraient pas capables de philosopher? Parce qu'ils seraient plus victimes que les adultes de préjugés ou empêtrés dans leurs émotions. Alors, déjà, d'une part, ce n'est pas certain que ce soit le cas, hein, que les enfants soient plus victimes de préjugés. Mais même si c'est le cas, raison de plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'argument se renverse contre lui-même, se retourne contre lui-même. Puisque pourquoi attendre que les préjugés se sédimentent avec le temps? Il faut au contraire, s'ils sont encore plus victimes de préjugés, autant les outiller pour se protéger contre ces préjugés. Et puis, d'autre part, même si l'enfant est par nature un penseur, enfin, en tout cas, s'il a des théories peut-être naïves du monde, eh bien, ce serait une illusion, ce serait inconcevable de penser que l'esprit critique et que exercer sa pensée critique, ça se fasse dans le vide. Au contraire, c'est toujours à partir de quelque chose qu'on exerce sa pensée critique. Et donc, eh bien, si les enfants ont des théories naïves sur la réalité ou sur les valeurs ou sur le monde, eh bien, justement, c'est à partir de là, à partir de ces représentations qu'on va interroger et qu'on va les amener à autre chose. Et puis, en outre, il serait absurde de refuser la philosophie aux enfants sous prétexte que, par exemple, ils ne seraient pas capables de lire Hegel ou de faire des dissertations. Puisque finalement l'esprit critique, tout comme la philosophie, eh bien, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est un processus, et c'est quelque chose qui est aussi susceptible de degrés
et comme un continuum. Souvent, pour expliquer ça, je prends le parallèle avec les mathématiques. Ce serait ridicule de dire qu'un enfant de CP ne fait pas des mathématiques sous prétexte qu'il n'est pas encore capable de faire des intégrales ou des fonctions affines. Il apprend à faire des additions, des soustractions, il fait déjà des mathématiques. Et bien de même, la philosophie, ou même l'esprit critique finalement, eh bien, ça commence peut-être humblement, timidement, et puis peu à peu, ça s'approfondit. Et donc finalement, il faudrait voir, non pas comme quelqu'un qui a l'esprit critique et quelqu'un qui n'en a pas, quelqu'un qui fait de la philosophie et quelqu'un qui n'est pas capable d'en faire, mais plutôt comme des degrés et comme un continuum. Troisième préjugé, les élèves ne peuvent pas lire les philosophes, c'est trop ardu. Alors, déjà, ce serait croire que l'enseignement de la philosophie ou faire de la philosophie, c'est forcément lire des auteurs. Ce serait finalement réduire la philosophie à un simple savoir d'érudition. Citer des textes, faire référence à des auteurs et finalement répéter l'enseignement traditionnel. Or, peut-être que là, c'est intéressant de convoquer Kant et sa distinction entre apprendre la philosophie ou à philosopher, et de voir que, en plus d'une culture philosophique, ou en tout cas à côté d'une culture philosophique, on peut aussi développer un ensemble de compétences, d'habiletés de pensée que la philosophie permet. Et donc finalement, on se rend compte que la philosophie avec les enfants, elle questionne la finalité de l'enseignement de la philosophie, ce que c'est que la philosophie et qu'enseigner la philosophie, et en même temps qu'elle véhicule une nouvelle conception de l'enfance, un enfant qui n'est pas un innocent, un naïf qu'il faudrait protéger, mais quelqu'un qui est capable de penser, une personne, un interlocuteur valable. Alors, si on estime qu'il y a un lien fondamental entre la philosophie et l'esprit critique, et qu'il est fondamental que les enfants le développent très tôt, alors la philosophie doit aussi commencer très tôt, mais alors comment fait-on sur le terrain ? Eh bien, la forme des ateliers semble la plus propice. Alors, je vais essayer d'expliquer, de dégager 9 caractéristiques des ateliers philo qui me semblent permettre l'exercice et le développement de l'esprit critique. Alors déjà, les ateliers philo développent les conditions de l'esprit critique. Alors, c'est pas directement l'esprit critique, mais c'est ce qui permet ensuite de développer un esprit critique. Par exemple, la compréhension, le langage, l'interprétation. Deuxièmement, les ateliers philo ne sont pas un cours. C'est bien justement le terme d'atelier. Et donc, il n'y a pas cette idée qu'il faudrait assimiler à un contenu, mais on est dans la pratique et on est aussi dans l'idée qu'on va avoir un certain rapport au savoir. Troisièmement, la notion de communauté de recherche. Le fait qu'il y a, par exemple, qui permet le conflit socio-cognitif, le fait qu'il y ait un échange entre les individus et donc qu'on soit amené à entendre d'autres positions que la sienne. Quatrièmement, l'idée que ça se fait à l'oral et donc aussi on doit assumer sa parole et l'oral, Dieu sait si l'oral est souvent le règne de l'opinion plus que l'écrit, puisqu'il n'y a pas forcément cette attention. L'idée qu'il n'y a pas forcément la nécessité d'un consensus dans un atelier. À la fin, on peut ne pas être d'accord. Il y a aussi la possibilité de changer d'avis. Et puis que c'est pas l'idée, c'est de pas gagner. C'est pas un débat comme tu disais, Evelyne, tout à l'heure. On a le droit de pas être d'accord et surtout on a le droit de pas terminer par un consensus. Sixième caractéristique, l'idée que dans l'atelier, on nomme les habiletés de pensée. On ne se contente pas de dire ce qu'on pense, mais on nomme ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on dit, là, je vais donner un exemple où je ne suis pas d'accord parce que je voudrais faire une objection. D'ailleurs, ces habiletés de pensée, moi, en atelier, je demande à ce qu'ils les montrent physiquement, corporellement. Je leur fais faire des signes avec leurs mains. Septième caractéristique, la métacognition, l'idée que dans un atelier, on réfléchit aussi à l'acte de réfléchir. Alors, souvent, moi, je le fais après l'atelier, à la fin. Et donc, ça permet de faire un bilan sur comment s'est passé l'atelier et pourquoi ça a fonctionné ou pourquoi ça a réussi. Huitième caractéristique, l'idée que l'atelier aussi donne la motivation à développer l'esprit critique. Finalement, par les interactions, il y a une émulation intellectuelle. Et donc, ça donne l'envie, ça stimule l'envie d'aiguiser, de muscler sa pensée. Tout seul, finalement, je ne ressens pas forcément le besoin d'exercer mon esprit critique. Je suis moi avec moi-même et donc je ne suis pas poussée forcément à développer ma pensée. Et enfin, neuvième caractéristique, plus particulièrement dans mon contexte en enseignement de la philo en terminale, eh bien, développer les ateliers, ça permet aussi d'entendre les enfants d'une autre manière puisque l'évaluation est en général à l'écrit en terminale. Et puis, ça leur fait aussi sentir le goût du problème, la nécessité de bien définir les thèmes pour
s'entendre et savoir de quoi on parle. Et puis, cet effort de clarté pour être compris et puis une qualité d'écoute. Enfin, je terminerai sur les 4 limites, néanmoins, à cette hypothèse. Premièrement, l'idée que il faut savoir ce qu'on entend aussi par esprit critique et que la définition qu'on en donne, ça va avoir aussi des conséquences sur la façon de le pratiquer, de le faire exercer aux enfants. Deuxième limite, l'idée que si on définit l'esprit critique par un ensemble de caractéristiques, eh bien, est-ce qu'elles doivent toutes être présentes pour affirmer qu'il y a esprit critique? Tout à l'heure, je parlais de degré de continuum. Du coup, quand est-ce qu'on peut véritablement affirmer qu'il y a esprit critique chez l'enfant? Troisième limite, une nuance, cette question de la transférabilité de cette compétence de l'esprit critique dans d'autres activités, dans d'autres supports, dans d'autres contextes. Est-ce que si l'enfant par exemple réussit à développer son esprit critique dans l'atelier, parce qu'il sait, sous forme ritualisée, il sait qu'il est dans ce contexte-là, donc il y pense à exercer son esprit critique, est-ce qu'il va y penser quand il sera devant son ordinateur, quand il regardera la télé, quand il aura une discussion avec ses camarades? Donc, c'est vraiment intéressant, cette question de la transférabilité. Et puis, on pourrait imaginer aussi, du coup, qu'il faudrait que ce soit systématisé dans toutes les disciplines également et dans de nombreux contextes où l'enfant se trouve, de façon à ce que cette transférabilité soit plus efficace. Et enfin, je terminerai sur les moyens d'évaluation. Si on soutient l'hypothèse que ça développe l'esprit critique, comment le mesurer? Comment finalement savoir si les enfants ont acquis l'esprit critique? Alors, il y a beaucoup de recherches, surtout en ce moment, sur ce point-là, sur la psychométrie. C'est donc l'idée de créer des échelles, justement, pour mesurer cet esprit critique. Alors, justement, ça pose la question aussi de la définition, comme je disais tout à l'heure, mais aussi la question de quand on passe un test d'esprit critique, on est attentif, on sait ce qu'on est en train de faire. Et donc, est-ce que ça, biaise pas aussi les résultats, puisque si l'enfant sait qu'il doit faire attention, est-ce qu'il va pour autant le pratiquer lorsqu'il ne sera plus en train de passer un test? Je termine là-dessus en disant que finalement, le geste philosophique, il est enfantin plus qu'infantile. Il est étonnement, il est regard neuf et non obéissance, comportement attendu par l'éducation ou soumission à l'autorité. Et donc, c'est précisément au moment de l'enfance qu'il faudrait maintenir cette potentialité, cette jubilation immédiate à penser, ce goût des pourquoi, au lieu de le laisser se replier sur le dogmatisme inhérent à l'éducation et au relativisme mou dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je finirai par cette jolie phrase qui dit que toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Peu d'entre elles s'en souviennent des interrogations existentielles qu'elles nourrissaient face au monde et au sérieux avec lequel elles envisageaient leur existence. Et finalement, prendre avec dérision ces questions d'enfants, c'est les condamner à être guidés par des mécanismes qui entraveront un jour ou l'autre leur liberté lors de choix cruciaux comme l'amour, l'amitié, le travail, la justice ou le bonheur, ou pour des orientations de la vie collective, par exemple sur le thème de la santé ou du climat. Voilà, je vous remercie. Merci Charlie, c'était passionnant. Du coup, c'est au tour de Myriam. Oui, alors je vais essayer on ne rigole pas, je vais essayer de faire un petit partage d'écran. Ça fonctionne très bien. D'accord. Alors moi j'anime, alors bonjour à tous encore, je suis ravie que Michel Sasseville nous ait rejoint. Je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus, on va dire, par la nécessité de développer cette pratique dans le monde pour tous les enfants. Mais c'est pas, on aurait aimé aussi qu'il y ait des curieux. Enfin, donc voilà, moi j'anime donc des ateliers philo depuis quelques années dans la mouvance des nouvelles pratiques philosophiques, des NPP, aussi bien tout à fait comme Charlie à l'école que dans la cité, médiathèque, librairie, structures médico-éducatives avec des enfants porteurs de handicap, avec des jeunes délinquants, on va dire, qui sont pris en charge par la PJJ. On m'a demandé là récemment d'intervenir à la maison d'arrêt de Brest, au quartier des mineurs. Bref, en café philo avec des adultes, bref, avec tous ceux qui souhaitent finalement s'adonner au plaisir de réfléchir et d'échanger ensemble. Je me trouve en Bretagne. Donc, à la suite de Charlie, je vais essayer de vous présenter la pratique philosophique avec les enfants et voir comment finalement elle permet de mettre en place
une pédagogie plus participative, plus délibérative, fondée sur le doute, sur le questionnement, ce qui finalement favorise l'éducation à l'esprit critique. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez la première slide, comme on dit chez les gens. Oui, oui, on voit bien. Très bien. Donc, alors, un peu d'histoire. Déjà, au XVIIe siècle, Descartes nous rappelle la nécessité de développer la pensée critique pour trouver la vérité. Il dit d'ailleurs, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire à nouveau le système de nos connaissances. Mais c'est dans les années 70 que Matthew Lipman, professeur à l'université de Stanford, s'arrache les cheveux devant ses étudiants qui manquent cruellement d'esprit critique. Mettre au point une méthode pour que cette formation commence plus tôt dès l'école primaire. Cette méthode va rencontrer un très vif succès et va s'exporter au Canada. Et puis, il y a une vingtaine d'années en Europe, on peut dire que la philosophie avec les enfants était née. Nos amis anglo-saxons préfèrent dire la philosophie pour les enfants. C'est un détail. En France, ça fait alors, environ attends, excuse-moi, Myriam, j'ai l'impression que si tu as voulu changer de slide, en fait, ça n'a pas fonctionné, en fait. J'ai pas encore C'était changé. ça. D'accord, ok. Excuse-moi. Non, mais tu as bien raison. Donc, en France, ça fait une quinzaine d'années que des enseignants, chercheurs, des penseurs de l'éducation, en tout cas, tentent de la formaliser. Et c'est Edwige Router, maître de conférence à l'Université de Nantes, qui réussit à décrocher une chaire à l'UNESCO en 2016, la première dans ce domaine, avec le soutien de plusieurs philosophes, dont Edgar Morin, Michel Serres, pour ne citer que. Alors, les fondements, cette pratique du philosophie, elle s'inscrit dans une démarche scientifique. D'où est-ce que je sais ce que je sais? C'est donc un exercice réflexif rigoureux, patient, précis, qu'on va proposer aux jeunes pour leur permettre de se prémunir contre toutes les formes de pensée irrationnelle, comme le disait tout à l'heure Charlie. Avec les enfants, l'idée centrale, c'est qu'on connaît en eux une véritable capacité autonome de penser par eux-mêmes et de produire leurs propres résultats. Car dès qu'on reconnaît l'égalité des intelligences, on constate rapidement que les enfants sont des interlocuteurs tout à fait valables. Spontanément, ils vont chercher à comprendre à quoi ça sert de vivre, qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est quoi être libre, qu'est-ce qui est juste, c'est quoi un ami. Comme de vrais sujets autonomes de raisonnement, ils vont cibler d'emblée les porosités de la condition humaine et leurs questions sont d'ailleurs très souvent massives et métaphysiques. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur l'étymologie du mot enfant. Si on y réfléchit bien, la place de la parole de l'enfant dans la société n'a pas toujours été centrale. C'est donc une construction culturelle qui a évolué au fil des siècles. Même si, contrairement à Platon, Épicure, 300 ans avant Jésus, affirmait « il n'y a pas d'âge pour philosopher », on peut dire que la parole de l'enfant comme sa pensée n'ont pas toujours été au cœur des modèles éducatifs. Et derrière ce mouvement, aujourd'hui mondial, puisque plus de 80 pays proposent ce type d'atelier aux enfants, il y a d'abord la volonté de faire respecter le droit à l'éducabilité pour tous et de faire le droit à philosopher pour tous. Je vous laisse lire et découvrir le préambule du texte de la chaire UNESCO. Il y a également la volonté de faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant qui a fêté ses 30 ans le 20 novembre dernier. Puis enfin, d'appliquer tout simplement les préconisations ministérielles, puisque cette pratique est inscrite dans les programmes scolaires. Alors du coup, quels en sont les objectifs? Alors, un des objectifs primordiaux de cette pratique, comme l'a souligné Charlie, c'est la lutte contre les préjugés. Alors, je voudrais citer Michel Tozzi, qui est didacticien, et qui est aussi farouche partisan d'une refonte de l'enseignement de la philosophie, qui explique qu'au départ, je le cite, « Il ne faut pas perdre de vue que la philosophie est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion. » En effet, pour lutter contre certaines dérives, la doxologie, la sophistique ou la démagogie, il développe l'idée selon laquelle, je le cite encore, « La démocratie a tout à gagner à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école par une éducation à une citoyenneté réflexive dans l'espace scolaire, qui la préservera des dérives possibles de la démocratie. » On voit bien que dans cette visée, la lutte contre les idées reçues est fondamentale. Donc, car les préjugés sont par excellence des marqueurs de l'ignorance. Ils constituent d'abord un obstacle à la pensée scientifique, à la pensée philosophique, qui au-delà, eh bien, ils participent des rapports sociaux fondamentaux que
la science comme la philosophie se doivent de démasquer par le travail de la pensée critique. Et finalement, les préjugés, les stéréotypes, ils ont aussi des fonctions sociales qui ont été largement rappelées par les travaux de la psychologie sociale, parce que finalement, sous leurs abords naïfs, caricaturaux, comme on peut le voir sur cette diapo, et parfois même humoristiques, ces préjugés méritent d'être pris au sérieux. Philosopher, ça va donc permettre d'apprendre à douter. Et cette nécessaire rupture avec la pensée commune et ces préjugés s'inscrit bien, on le voit, au cœur de toute démarche philosophique, comme l'ont souligné Bachelard, Bourdieu ou encore le Brésilien Paulo Freire, dont les travaux ont largement inspiré l'éducation populaire. Pour cela, nous cherchons à développer principalement 3 grandes exigences intellectuelles qui sont le socle de cette pratique. Il y en a d'autres, évidemment, on n'a pas le temps, et qui sont travaillées en atelier. Alors, quelles sont-elles, ces exigences intellectuelles? Eh bien, il s'agit d'apprendre à problématiser, à conceptualiser et à argumenter. Donc, finalement, à partir d'une image, d'une œuvre d'art, d'une photo, d'un texte, on va essayer d'extraire ce qui pose problème, on va essayer de clarifier les concepts et on va apprendre à justifier et à argumenter son point de vue afin d'apprendre à penser par soi-même. Comme le disait Charlie très justement tout à l'heure, c'est vrai que certains doutent encore que les enfants soient pourvus de telles dispositions intellectuelles. Pourtant, dès qu'il commence à parler, l'enfant est capable d'organiser un raisonnement. Et puis, c'est à l'adolescence, bien sûr, que va se construire sa pensée propre, cette pensée qui va se complexifier en même temps qu'elle va se singulariser. Tout comme les prisonniers dans l'allégorie de la caverne de Platon, on s'aperçoit que s'affranchir de ses croyances et de ses opinions n'est pas une disposition naturelle chez l'individu. Donc, le développement de la pensée critique va donc d'abord passer par un examen des présupposés, des idées reçues, et par finalement la déconstruction de tous nos schémas intuitifs. Finalement, comme le disait Michel Toddy, ce qui est remarquable dans la visée de cette activité, c'est que la pensée critique est d'abord une pensée contre soi-même. Alors, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans la pratique du philosophie avec les jeunes? Au niveau des valeurs, cette pratique s'inscrit résolument dans l'éducation à la citoyenneté, à la paix, à la démocratie. Elle veut transmettre les valeurs de notre République, sans pour autant, bien sûr, tomber dans un catéchisme républicain. Il s'agit de permettre aux enfants de s'approprier véritablement les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité par l'apprentissage de la pensée critique et afin de mieux penser la complexité du monde. C'est à ce titre que l'enjeu est non seulement pédagogique, mais qu'il me semble qu'il est aussi politique. Alors, il existe 3 courants, en gros, 3 grands courants dans cette pratique. On a le courant psychanalytique méthode Axas, hérité de Jacques Lévin, psychanalyste, qui va plutôt mettre l'accent sur, alors je le cite, la nécessité pour l'enfant de se découvrir comme sujet pensant, porteur en tant qu'être humain d'interrogations métaphysiques fondatrices de sa condition. À vos souhaits. Voilà. Le deuxième courant, appelé communément éducation à la citoyenneté, qui est inspiré des courants freinés et de l'éducation universelle, va plutôt insister sur l'aspect démocratique des échanges philo, sur les fonctions, les métiers, mais aussi, bien entendu, sur les 3 grandes exigences intellectuelles dont je viens de parler. Ce courant, il a été inspiré par Matthew Lipman, il a été recodifié par Michel Toddy et au Québec par Michel Sasseville de l'Université de Laval, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Le troisième courant, qu'on appelle le courant philosophique, ressemble très très fortement au deuxième. Pareil, il insiste sur les habiletés de pensée, sur le travail dont la rigueur dont l'animateur est le garant. On va dire que le plus de ce courant, c'est qu'il va s'appuyer sur des supports inducteurs d'une grande densité anthropologique. Alors, ce qui est à déplorer, c'est que finalement, je m'aperçois dans ma pratique sur le terrain que très peu de personnes savent que l'Éducation nationale a inscrit la discussion à visée philosophique dans ses programmes scolaires depuis 2015, dans le cadre de l'éducation morale et civique, et ce, dès la grande section maternelle. De fait, les ateliers de réflexion philosophique sont en totale cohérence avec les programmes de l'éducation morale et civique. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le préambule des programmes de MC en France, du moins. Comme vous pouvez le voir, les axes principaux de ces programmes se fondent eux aussi sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des droits de l'homme, dans la Constitution de la Ve République et dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a donc une cohérence finalement.
On va retrouver dans cette culture morale et civique 4 grands principes ou dimensions qui vont coexister. Une première dimension qu'on appelle la sensibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, alors là je m'inspire de ce qui est inscrit dans les programmes, il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, qui ne s'enthousiasme, qui ne s'indigne. Et l'éducation à la sensibilité vise à mieux connaître, à mieux identifier ses sentiments, ses émotions, ceux d'autrui, à les mettre en mots et à les discuter. La deuxième dimension normative, c'est le droit et la règle, qui se propose de faire acquérir finalement le sens des règles, de faire comprendre aux enfants comment, au sein d'une société démocratique, les valeurs communes s'incarnent dans les règles communes. La troisième dimension qu'on appellera cognitive, ou qu'on peut aussi appeler dimension du jugement, c'est par la formation justement au jugement moral que l'élève va comprendre et discuter sur les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie, qu'il va apprendre à appréhender le point de vue d'autrui. Dernière enfin dimension, qui est une dimension pratique, qu'on peut aussi également appeler une dimension de l'engagement. Comme l'école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix et de participer à la vie sociale de la classe, de l'école et plus tard de la cité, eh bien, cette dimension va développer l'esprit de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui. On le voit, ces 4 dimensions vont permettre de construire toute une série de compétences et de savoir-être, dont nous pourrons d'ailleurs reparler dans la partie questions-réponses. On le voit également, l'élément central de cette pratique, c'est le développement de l'esprit critique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par formation de l'esprit critique? Charlie a tout à fait correctement développé cela dans sa partie. Je dirais simplement pour un petit résumé, dire que c'est avant tout un état d'esprit qui favorise l'écoute, la curiosité, ce que les Grecs anciens appelaient le thomazein, l'autonomie, hein, je me fixe moi-même mes propres règles, la lucidité et également l'humilité, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien, mais également un ensemble de pratiques. S'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations, et ensuite confronter et évaluer ces interprétations. Si on veut conduire les enfants finalement à mieux penser, si on accepte l'idée que l'objet de l'éducation, c'est de les rendre capables de penser par et pour eux-mêmes, alors il importe qu'ils s'engagent personnellement dans l'acte de penser et qu'ils construisent ainsi, avec le temps et la régularité, la puissance de produire eux-mêmes des idées personnelles. Comme on apprend à marcher en marchant, comme on apprend à parler en parlant, on apprend à penser en pensant. Et finalement, lorsqu'on conduit les enfants à s'engager dans un processus d'investigation philosophique, eh ben, on les invite du même coup à tenir compte des doutes qui sont le lot de tout processus de recherche. Alors en outre, cette pratique, elle invite au questionnement. Elle va, comme l'a dit tout à l'heure Charlie, développer aussi le goût du débat, parce qu'elle a confiance dans la raison que chacun possède. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que chacun peut, grâce au développement de cette faculté, prendre du recul avec ses opinions. C'est aussi dans cet espace d'échange réflexif que l'enfant est invité à se confronter le plus qu'il peut à l'altérité, entendre ce que dit l'autre et ne pas rester enfermé dans son ressenti ou dans son seul point de vue. D'autre part, il me semble essentiel, avant de proposer un sujet à la réflexion, de se demander c'est quoi une question philosophique? Toutes les questions ne sont pas philosophiques. Alors une question philosophique, elle va concerner tous les êtres humains depuis toujours. Elle soulève un ensemble d'interrogations. Elle se pose aussi à tout le monde. Nous sommes tous un jour concernés par elle. J'étais où avant de naître? Comment connaît-on qu'on est amoureux? C'est quoi être heureux? C'est quoi le courage? C'est quoi la mort? Elle peut toujours se poser à nouveau parce qu'elle n'a pas finalement de solution unique et définitive. Il y a donc un renouvellement des réponses toujours possible. C'est une question qui est aussi importante, voire même peut-être urgente, parce qu'elle nous concerne. Elle procède toujours par remise en cause de ce qui est admis communément. Elle a inévitablement des conséquences sur notre vie de tous les jours. Elle réclame un engagement personnel, un effort d'argumentation. Et enfin, elle vise à comprendre le sens de l'existence et la valeur de ce qui fait de nous des humains. Il est donc indispensable de se former à cette pratique si on veut animer des ateliers philosophiques qui ne soient pas des cafés papotes, des espaces pseudo-thérapeutiques ou un catalogue des 3 Suisses de points de vue juxtaposés et déconnectés les uns des autres.
Nous pourrons aborder la question de la formation tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans la démarche des nouvelles pratiques philosophiques qui est la nôtre, on ne se place pas dans une approche académique ou universitaire. Donc, il n'y a pas de cours magistral frontal. Il s'agit justement, au contraire, de sortir de ces prisons épistémologiques. Et c'est à cet égard que le rôle de l'animateur est justement de permettre à la pensée de surgir et de circuler de façon sereine et rigoureuse entre les discutants. Comme le disait Wittgenstein, la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. D'ailleurs, on ne parle pas, comme le disait Charlie encore tout à l'heure, de cours de philosophie, mais d'ateliers. On fabrique quelque chose ensemble. Alors maintenant, je voudrais revenir rapidement à la communauté de recherche philosophique qu'on appelle la CRP. C'est un dispositif qui est inspiré des travaux de Matthew Lipman et qui est largement repris par Michel Sasseville. L'idée centrale, c'est que le débat philosophique va permettre finalement de constituer un espace où les enfants vont apprendre à penser par eux-mêmes, à écouter aussi la parole de l'autre, à confronter leur point de vue dans le respect des différences et finalement à construire leur autonomie. Cet espace, il va devenir une sorte d'agora démocratique où il va évidemment s'agir de respecter une éthique de la discussion. On vise donc le développement de plusieurs compétences intellectuelles, apprendre à discuter, à échanger, en respectant les règles du débat démocratique, apprendre à affirmer ses idées, leur donner de la valeur à celles des autres, les respecter, mais aussi l'amélioration de la maîtrise de la langue. Parce qu'il ne faut jamais oublier, comme l'écrit Michel Tozzi dans L'éveil de la pensée critique, que c'est dans les mots que la pensée se cherche. Bon, j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps. En tout cas, la CRP, Communauté de recherche philosophique, finalement se présente comme une véritable praxis capable de modifier les rapports sociaux en construisant une action communautaire réflexive. Ce qu'il faut souligner, et c'est ce qu'on souligne toujours avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont valables du moment qu'elles sont argumentées. Alors là, je vais reprendre maintenant un point important aussi. Outre le développement de la pensée critique, Michel Sasseville a mis en place, a dégagé deux autres formes de pensée qui sont aussi à travailler en pratique du philosophie. Il a par exemple formalisé la pensée créatrice, celle qui va permettre l'audace des hypothèses, qui va permettre aussi aux enfants, surtout à partir de 11-12 ans, les aider à sortir des schémas de pensée convenus en construisant une pensée propre, originale. Et puis la deuxième pensée sur laquelle il insiste, c'est la pensée attentive, qui développe des empathies, les empathies émotionnelles et intellectuelles, qu'on appelle aussi le caring thinking, et qui est une pensée finalement soucieuse du poids des mots, de ce va-et-vient continuel entre les émotions et la raison. On n'est pas qu'un seul esprit. Et c'est une pensée empathique finalement qui va contribuer à instaurer un climat de confiance qui est fondamental dans la communauté de recherche philosophique. Alors concernant l'aspect pratique, l'aménagement spatial de l'espace, on dispose les discutants en cercle pour faciliter finalement la circulation du logos et de la pensée. Pourquoi une telle disposition également? Parce que, outre que ça permet à chacun de se voir et de bien s'écouter, cette disposition circulaire, elle va permettre aussi à l'animateur de se retrouver sur le même principe d'égalité que les discutants, ce qui donne d'autant plus de puissance à l'idée qu'on s'inscrit vraiment dans une visée démocratique et émancipatrice. Cette mise en scène circulaire, elle va donc jouer un rôle pédagogique crucial. Et comme le dit notre amie et consoeur Johanna Hauken, on va institutionnaliser la discussion. Entrer dans le cercle, c'est comme entrer sur un territoire, qui signifie la distinction entre la pratique philosophique d'une part et la vie ordinaire d'autre part, un territoire finalement où la rencontre de la pensée de chacun se construit. Alors maintenant, je vais passer rapidement, puisqu'il s'agissait pour cette visioconférence de présenter la pratique, les supports inducteurs. Alors, ce dispositif, il va faire sens avec encore plus de puissance parce qu'on s'appuie aussi sur des supports inducteurs riches anthropologiquement et littérairement. Ces supports, ils vont permettre à l'enfant de se décentrer pour s'approprier justement le monde de la pensée.
par le déplissement Alors, quel support inducteur? Bon, je vous en ai mis quelques-uns ici. On voit que la littérature de jeunesse constitue une excellente passerelle pour aborder les questions philosophiques en mettant la bonne distance et en permettant la problématisation. Il s'agit d'aider l'enfant à sortir de sa subjectivité, de l'aider à s'émanciper de son seul point de vue, de sortir aussi de l'anecdote personnelle. Parce que souvent, certains concepts se révèlent très abstraits, voire même anxiogènes pour les enfants, et ils ont besoin d'être incarnés. C'est le rôle du personnage par avant. Je prends l'exemple, par exemple, de l'album Moi et rien de Kitty Krauser pour aborder le thème de la mort, qui est excellent, ou les albums d'Anthony Brown pour ce qui concerne les thèmes sur l'abandon, la solitude notamment. Les textes sont une entrée de choix, mais bien sûr, il y a le cinéma, il y a l'art, le street art, l'actualité. À présent, je vais dire un petit mot également sur la métacognition, qui suppose pour l'animateur ou le facilitateur de réfléchir en amont à la lucidité de son geste pédagogique. Quand on réfléchit, quand on parle, quand on fait des actes, on fait des actes cognitifs. En fait, tout ce qui se rapporte à l'acte de penser, faire des hypothèses, dégager des conséquences, fournir des critères, synthétiser, tout ça, c'est de l'ordre de la cognition. Cependant, effectuer des actes métacognitifs, c'est finalement faire un retour critique sur la manière dont on a réfléchi sur un sujet, sur la manière dont on s'y est pris pour résoudre un problème, répondre à une question, arriver à telle ou telle conclusion. C'est un exercice, on le voit, qui est subtil, qui est complexe, mais qui est fondamental à mon sens si on vise l'émancipation des enfants. Et pour conclure, on l'a vu, les ateliers de philosophie avec les enfants s'inscrivent vraiment bien dans une démarche d'éducation qui vise l'amélioration du système social par l'émancipation et l'éducation à l'esprit critique. Il s'agit de décrypter et de passer au crible tous les rapports de domination, de prendre conscience de la place qu'on occupe dans la société, ce qui n'est pas d'emblée évident, d'apprendre aussi à se constituer collectivement en contre-pouvoir et d'expérimenter sa capacité à agir sur le monde. Au final, ce qui est visé dans cette pratique, ce n'est pas seulement le développement ou l'épanouissement personnel de l'enfant, c'est bien l'émancipation individuelle et collective et la transformation de la société. En tout cas, c'est comme ça que moi j'entrevois les choses et il se trouve qu'une discipline plus que toute autre a pour mission de donner du sens à la complexité du monde, c'est la philosophie, quoi, du coup. Voilà, je vous remercie. Merci Myriam. Alors, on a un petit quart d'heure de retard sur le programme, donc il nous reste 30 minutes pour les questions-réponses. Alors, au niveau organisation, répartition de la parole, je vous propose d'utiliser la fonction lever la main sur Zoom, donc vous l'avez quand vous ouvrez la liste des participants, ou bien de signaler dans le chat si vous voulez prendre la parole. Donc là, c'est à votre tour de réagir sur les exposés de Myriam et Charlie. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à vos propres pratiques? Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur leur métier? Donc Nelly, tu lèves la main. Oui, bonjour et merci pour ces exposés très intéressants, très complets. Je me forme aussi en ce moment à la philosophie pour enfants auprès des Petites Lumières avec Chiara Pastorini, juste pour présenter le contexte, mais j'anime des ateliers auprès d'adultes depuis longtemps. Et ma question, en fait, elle se porte sur, et je pense que je la partage avec d'autres, sur l'idée que des personnes qui ne sont pas formées à la philosophie puissent animer des ateliers de philosophie. Moi, ça me questionne tout simplement par curiosité pour essayer de comprendre comment on peut arriver à transmettre quelque chose qu'on n'a peut-être pas appris à maîtriser autant que ceux qui ont fait des études de philo, même si ceux qui ont fait des études de philo peuvent aussi être encore perfectibles. Voilà ma question. Tu peux commencer si tu veux, Myriam. Tu veux commencer? Vas-y. Je dirais que, bon, Nelly, oui, il y a un vrai problème pour pouvoir faire en sorte que cette pratique qui est en train d'exposer, pour le plus grand bonheur de tous, pour qu'elle ne soit pas entachée ou décrédibilisée. C'est vrai que c'est arrivé très très vite. Il y a Edwige qui a proposé un diplôme universitaire à Nantes. Il y a Michel Sasseville qui propose à l'Université de Laval, au Québec, une formation universitaire également. Bon,
Il y a la Fondation Sève qui propose effectivement aussi 4 week-ends qui sont plus de l'ordre de la sensibilisation à la philosophie, parce que eux, chez Sève, c'est vrai que ça tourne beaucoup aussi autour de la relation bienveillante à l'enfant, de la méditation de pleine conscience. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des contenus et de la, comment dirais-je, l'expertise d'animation, c'est peut-être un bon départ. C'est peut-être un bon début de mettre son petit orteil et de commencer par là, et ensuite d'élargir. Ensuite, moi, il me semble effectivement que j'ai eu à observer plusieurs fois des stagiaires sèves en atelier philo. Bon, des fois, en effet, ça peut poser problème. Je partage ton point de vue. Il ne faudrait pas que la pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, prenne la forme de café papote, café discute, ou atelier du bonheur, j'entends parfois atelier du bonheur. C'est sympa, mais à ce moment-là, pourquoi l'appeler atelier philosophique? Il faut quand même qu'il y ait un minimum de contenu, et il faut, je pense aussi qu'il faut que les animateurs se mettent au clair avec les concepts qu'ils vont manipuler avec les enfants. Donc, il y a un vrai travail de préparation en amont. On ne peut pas arriver les mains dans les poches. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants qu'ils ne vont pas s'apercevoir qu'on se fout de leur gueule. Donc, les enfants très jeunes sont tout à fait capables. Et d'ailleurs, si on veut pérenniser, si on veut ancrer les compétences et leur donner envie de refaire et de refaire des ateliers, il faut quand même que, même si ce n'est pas une activité scolaire, au sens péjoratif du terme, il faut quand même qu'il y ait une certaine rigueur. Donc, je ne sais pas, Charlie, si tu veux rebondir. Bah, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je dirais que pour ce qui est de la formation philosophique, il ne suffit pas d'avoir une maîtrise ou un doctorat en philosophie pour être un bon animateur d'atelier philo, je dirais. Et à l'inverse, arriver sans avoir du tout de compétences en matière d'analyse conceptuelle philosophique, ce serait aussi une lacune. Donc, je dirais que j'insisterai vraiment comme tu disais, sur la nécessité de la préparation des ateliers. Et ça, il faut être outillé. Il faut savoir quel type de support chercher. Il faut vraiment réfléchir à la notion en amont. Alors ça, comme je disais, on n'est pas obligé d'avoir un master ou un doctorat en philosophie pour le faire, mais il faut prendre du temps pour le faire, du coup, pour se former quand même, je dirais peut-être même en autodidacte, mais enfin, il faut avoir ce souci-là. C'est-à-dire qu'il faut, et puis aussi, on parlait d'esprit critique, mais d'esprit critique et de métacognition par rapport à sa pratique, c'est-à-dire se demander toujours, enfin, moi je ne sais pas comment ça se passe pour toi Myriam, mais je pense que c'est comme ça, après chaque atelier, alors comment j'aurais dû faire autrement pour qu'ils arrivent là, et puis comment. Donc voilà, c'est je dirais une sensibilisation qui est importante, et c'est vrai que la formation est quand même importante, mais pas forcément, je dirais, et pas que philosophique. Il y a aussi toute cette question de l'animation qui est vraiment très très importante. Oui, j'aurais continué en disant que on peut avoir une personne qui va être docteur en philosophie et qui va avoir du mal à animer avec des enfants, parce qu'avec les enfants, c'est quand même particulier. Voyez. Ensuite, moi, je dirais qu'il faut rester humble. Il faut faire au départ, on est tous dans le bricolage pédagogique. Hein. Au départ, un animateur, il va se lancer, il va essayer. Voilà, il va se filmer, il va revenir sur sa posture, sur son étayage. Il y a cette humilité à avoir concernant l'animation, mais il n'empêche qu'au niveau des contenus, au niveau des contenus, il faut énormément de travail. Quoi. Il faut énormément de travail, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu t'imagines bien, Nelly, de contrôler, de vérifier. Voilà, c'est bon. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, donc je voulais juste apporter mon témoignage par rapport à ce qui est en train de se dire. C'est vrai que donc comme Charlie, je suis donc professeure de philosophie. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Ça fait 5 ans que je pratique les ateliers philosophie, mais j'ai quand même suivi la formation Sève. Donc j'étais à Paris 9, donc j'ai terminé ma formation, enfin ma sensibilisation, parce que je pense, Myriam, tu as raison, donc en février de cette année. Et il est vrai que les 4 week-ends avec 4 demi-journées de contenu philosophique ne peuvent pas suffire à, on pourrait dire, avoir des supports
philosophique pour animer ces ateliers philo. Et en même temps, évidemment, le fait de connaître tous les auteurs, enfin, ou du moins de nombreux auteurs par l'enseignement ou par les études, ne garantissent pas effectivement une approche qui soit accessible aux enfants. Et moi, je sais que vraiment cette formation, de ce côté-là, m'a vraiment appris. Et puis, voilà, on en discute beaucoup avec Charlie, à travailler sur ce support dont il y a encore quelques temps, je ne voyais pas, j'allais dire l'importance, mais au-delà de l'importance, la nécessité, pour vraiment permettre le fonctionnement de cette pensée. Voilà, merci pour votre écoute. Merci. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir ou quelqu'un aurait une autre question? Evelyne, qui lève la main. Ah, le micro est coupé. C'est bon. Voilà, là c'est bon. Alors, je vais me remettre de face parce que comme j'ai deux écrans, voilà, je regarde sur le grand et puis je vais vous parler sur le petit. Alors déjà, merci pour la question de Nelly parce que voilà, moi j'ai un gros complexe d'infériorité effectivement par rapport à vous tous, dans la mesure où c'est pas ma formation, même si j'ai eu une formation littéraire, mais voilà, j'ai quitté la philo depuis un petit moment. Donc je suis bien consciente que oui, il va falloir potasser pour avoir du contenu et d'accord avec Charlie pour dire que je pense que c'est pas, il n'y a pas que le contenu qui compte, il y a aussi la posture et voilà, ça me posera moins de problèmes. La relation bienveillante, ça me posera moins de problèmes parce que j'ai touché de ça. Mais en tout cas, merci pour la question de Nelly parce qu'à la fois, ça ne me rassure pas parce que, comme dit Myriam, il faut du contenu. Mais à la fois, ça me rassure parce que Lise Marie, ou non, c'est pas Lise Marie en fait, c'est pas son prénom, dit que la formation Sève rassure quand même. Bon, c'est Nadine. Nadine, pardon. Donc voilà, après la question c'est où trouver la bonne littérature pour ne pas, parce que moi j'ai des tonnes de livres là chez moi déjà que je dois potasser et je les potasse et je prends des notes et je fais des fiches de lecture, etc. Donc après ma question ça serait plutôt où trouver les bons supports pour avoir un apport qui soit intéressant, consistant, mais sans se perdre parce que la littérature est tellement vaste et tellement riche. Voilà. Et j'avais quand même une autre question par rapport aux ateliers. Myriam a reparlé très, très justement, mais comme Charlie l'avait déjà évoqué, du programme de l'éducation nationale. Alors, moi, je suis toujours, c'est même plus étonnée. Il y a des fois, je suis ahurie de voir que oui, on met des choses en place, mais en fait, on ne les met pas en place. Et depuis que je suis inscrite à CEF, je vois des fois des commentaires passer, ou même quand je lis des publications et des articles, je vois des commentaires passer. J'ai même vu une petite vidéo sur des ateliers philo qui avaient été faits en Belgique et où ils ont le même impératif que nous en France, c'est-à-dire de rentrer ça dans l'éducation morale et civique. Et voilà, donc je sais que la philosophie des ateliers philo, c'est aussi de laisser la parole ouverte. On peut partir avec un support, on peut partir avec un sujet, et puis finalement la parole, même si elle doit être respectée, encadrée, etc., elle est quand même libre, parce que c'est les enfants qui délibèrent et c'est les enfants qui apprennent, qui acquièrent ces habiletés-là par l'intermédiaire du dialogue, si j'ai bien compris. Sauf que je l'ai vu pour des intervenants Sève et je l'ai vu là dans ce film en Belgique, quand on l'inclut dans le programme d'éducation morale et civique, en tout cas en France, mais en Belgique ça avait l'air d'être la même chose, à chaque fois qu'on met un programme en route, il faut une note. Voyez, et ça, c'est complètement à l'inverse de la philosophie des ateliers philosophiques où on dit c'est pas une note, c'est on apprend à être ensemble, à vivre ensemble, à réfléchir ensemble, à dialoguer, à respecter le point de vue de l'autre, à développer son propre esprit critique, son autonomie de pensée par rapport à ça, etc., etc. Mais comme disait Charlie et comme disait Myriam, il n'y a pas une idée ou une pensée qui est plus juste qu'une autre. On apprend juste à les forger, donc on ne note pas. Et comment on fait si on intervient dans une école, je ne parle pas des médiathèques, je ne parle pas des centres de loisirs, je parle simplement des milieux scolaires. Et si l'institut, le directeur, si l'entourage qui accueille la personne qui anime l'atelier philo veut absolument que ça rentre dans ce cadre-là, veut absolument une évaluation. C'est Charlie qui parlait de l'évaluation, comment on évalue
la transférabilité de l'habileté apprise à tous les domaines de notre vie, en fait, comment on sait que ça devient pérenne et que ça devient un automatisme, comme quand on apprend à conduire et qu'on le fait machinalement sans même y penser, qu'on devient inconsciemment compétent, comme on dit en pédagogie. Comment vous faites, vous, comment vous, entre guillemets, vous défendez le bout de grade de la communauté de recherche par rapport à ça? Alors, Vas-y, Myriam. alors, déjà, il faut savoir qu'en France, c'est vrai que c'est inscrit depuis 2015 dans les programmes, dès la grande section. De la grande section au CE1, c'est 30 minutes par semaine et à partir du CE2, c'est 1 heure par semaine. C'est quasiment absolument pas fait. Beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés ne savaient même pas que la discussion à visée philosophique, qui, rappelons-le, a été remplacée en juillet 2018, on a fait sauter le terme de philosophique et on a remplacé ça par débat réglé. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans des considérations politiques. Certains enseignants ne sont même pas au courant qu'ils ont des débats à visée philosophique à mettre en place dans leur classe, mais de toute façon, ça n'est jamais noté. Quand j'interviens dans les établissements scolaires, que ce soit l'école élémentaire ou le collège ou le lycée, à aucun moment c'est noté. Ce sont vraiment des parenthèses de débats, et c'est bien stipulé, je le stipule, je le spécifie. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation, ce qui n'empêche pas, comme le disait mon ami Charlie, qu'on peut, nous, en tant qu'animateurs, se confectionner, concevoir des grilles d'auto-évaluation pour nous, qu'on ne transmettra jamais aux enfants, aux enseignants s'ils le demandent, mais bon, ce serait génial, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a des grilles d'évaluation pour pouvoir mesurer en quelque sorte les progrès. Mais c'est vrai que mesurer les progrès dans l'acquisition de l'esprit critique, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand à l'école, on est, même dans la cité, on est amené à intervenir pour des séquences de 3, de 6, de 10, de 12 séances. C'est vrai qu'en 12 séances, je ne peux pas, imaginer que je vais devenir experte en violon, en danse classique ou en athlétisme. C'est comme tout. Si c'est inscrit dans les programmes dès la grande section jusqu'au bac, c'est bien qu'on est dans une idée de process, que ce sont des compétences qui vont s'acquérir au fur et à mesure des années. Des habitus démocratiques, des habiletés de pensée, des capacités argumentatives, un enrichissement du lexique, une aisance à l'oral, une confiance en soi, une estime de soi, le fait de voir se déployer sa pensée, ça ne peut pas s'entrevoir. Donc de toute façon, je peux te dire, Evelyne, c'est que cette pratique, elle a encore vraiment besoin de trouver ses marques, en fait. Pour l'instant, ce sont beaucoup de petites initiatives individuelles, tu vois, locales, et même si c'est inscrit dans les instructions officielles, ce n'est pas respecté, et du coup, c'est vrai, on pourrait avoir l'idée d'un grand fouillis, d'un grand n'importe quoi. Voilà. Alors, je rajouterais, tout à l'heure, quand je parlais je te remercie, Evelyne, de ta question. Hein, quand je parlais d'évaluation tout à l'heure, ce n'était pas au sens forcément de la note d'enfant, mais c'était plutôt pouvoir, même pour le pratiquant, mesurer si sa pratique développe véritablement l'esprit critique. Et je dirais que pour le faire avec mes terminales, puisque en fait, je leur fais faire des ateliers tous les 15 jours à mes classes de terminale, c'est justement parce que ce n'est pas noté que ça leur plaît. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont formatés à toujours dire c'est noté, parce qu'en gros, une façon de dire si c'est pas noté, on s'y met pas trop. Puis au fur et à mesure, très vite, ils voient ça comme une bouffée d'air. C'est-à-dire qu'enfin, on fait un truc à l'école qui n'est pas noté. C'est-à-dire qu'il y a cette gratuité aussi du temps de pensée qui est en fait fondamentale dans cette pratique-là. Et c'est vraiment pour eux une liberté, une bouffée d'air, quoi. Et puis il y a aussi que ça désinhibe un petit peu la prise de parole, parce que si je prends la parole et que je me dis que mon animateur, eh bien, il est en train de noter si ce que je dis c'est bien et c'est bien dit, etc., moi-même, hein, je serais complètement inhibée par ça. Enfin, je serais paralysée si je savais que j'étais notée. Voilà. Je me suis mal exprimée, c'était pas mon propos, c'était pas vis-à-vis des élèves ou des enfants qui, eux, au contraire, ils sont contents. Voilà. C'était vis-à-vis plutôt des institutions, on va dire. Oui. Mais oui, et c'est vrai ce que tu dis, parce que je vois même en EMC, nous au lycée, on a dans le bulletin une case où il faudrait remplir une note. Hein, donc voilà. Après, on est un peu plus normalement, libre. il faudrait mettre une note.
C'est ça. Alors après, on est un peu plus libre à ce niveau-là parce que c'est une matière en terminale qui n'est pas évaluée au bac, donc c'est forcément un peu moins préjudiciable. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée qu'il faut évaluer et qu'il faut noter. Pour répondre à ta première question sur la question des supports, alors il y avait Nadine qui montrait le livre d'Edwige Chirouter, mais en fait c'était pour dire, on en a parlé avec Marianne, on va sans doute créer un document. Ah oui, celui-là je le connais, oui. Un fichier doc avec des références, donc Edwige Chirouter, Michel Sasseville, Michel Taudy, Jean-Charles Pelletier, enfin voilà, en tout cas plein de choses qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là. Alors, ça, on a déjà à l'association SIEV, c'est Nadine qui a fait la formation. J'ai toute la biblio et je suis en train de l'acquérir en entier. Je parlais plutôt l'acquisition de… Alors, SIEV est très, très centré philosophie antique, puisque c'est quand même le départ de la philosophie, et puis qu'avec les enfants, on débat beaucoup des sujets de la vie, de la mort, du bonheur, etc. Et que voilà. Mais je parlais plutôt des philosophes en eux-mêmes, de lire, voilà, parce que bon, vous le voyez pas, j'ai 60 ans, j'ai pas 50 ans devant moi pour… Voilà. J'ai plus de 50 ans devant moi, peut-être, mais a priori non. Donc, et puis voilà, c'était plutôt par rapport à la philosophie pure. Après, ce qu'a montré Nadine, où on a une bibliographie, ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder la vôtre, hein, mais on a une bibliographie chez SEV qui est déjà importante, mais qui en plus, quand on la lit, c'est comme le web, hein, ça nous envoie… vers plein d'autres trucs. Michel Sasseville, je l'ai vu en vidéo, j'ai pu lire des publications à lui. Voilà, ça nous emmène un peu partout. Moi, c'était plutôt les philosophes. Rassurez-vous, il ne suffira jamais d'une vie pour lire tous les philosophes. Je sais, mais tant qu'à même plusieurs vies. Moi, je te conseillerais, Evelyne, quand tu as décidé de travailler sur tel ou tel concept, d'aller faire justement ta petite récolte, ta petite cueillette, d'aller voir un petit peu tous les philosophes qui ont traité de ce concept-là, de les lire pour toi, mais bien évidemment, il n'est pas question que tu les restitues de manière magistrale. C'est que tu sois au clair, toi, avec la notion. Et si tu as envie de faire… non mais franchement, détends-toi, d'avoir recours à des… Et de même de citer, d'en parler les enfants sont tout à fait ouverts, j'ai remarqué, n'est-ce pas Charlie, pour écouter des textes d'auteurs ou même une pensée résumée d'auteurs classiques philosophiques. Et très souvent, au contraire, si tu vas en atelier philo, tu utilises un tableau, tu peux noter des tas de choses. Ils sont pas obligés de s'en rappeler, puisque justement, il n'y a pas de pression d'enjeu, il n'y a pas d'évaluation ni d'attente. On est dans un acte désintéressé et juste dans le plaisir de penser. Oui, tu peux faire au cas par cas et avancer tranquillement. Peut-être que tu vas tous nous enterrer, ma chérie. Non, Et ça se retrouve, on va mourir juste après cette vision. Oui, oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Mais philosophie, c'est apprendre à mourir, on s'en fiche. C'est pour ça que je le dis avec le sourire. Donc, et après, on ira tous dans le monde intelligible, c'est trop cool. Pour finir là-dessus, Evelyne, je te conseillerais Les Petits Platons, c'est super bien pour aborder un auteur. Et puis, un manuel de terminale qui est organisé par Notion. Et déjà, ça débroussaille bien le terrain, je dirais. Tu cherches un truc sur le bonheur, tu vas avoir plein de textes au lieu de tout de suite se lancer dans la lecture d'un livre en entier. Puis je ne sais pas si tu as vu, Evelyne, mais il y a vraiment ce petit ouvrage que moi je conseille à tous mes élèves chaque année qui s'intitule La pratique de la philosophie de A à Z. Et là, vraiment, tu vas trouver les concepts des biographies d'auteurs et chaque concept va t'envoyer à son concept opposé ou on va dire à son concept voisin. Et vraiment, c'est un outil. Alors, j'ai pas de pratique efficace et complet. Donc, ça peut peut-être t'aider. Vraiment, je te le conseille. Et D'accord. Celui-là, je ne le connaissais pas. Je le prends. Les Petits Platons, je connaissais un petit peu. Merci. Je suis en plein dans la philo en ce moment. Donc, voilà. Et un manuel de terminale, m'a dit Charlie. Donc, il n'y en a pas un mieux que les autres. Il y a le livre scolaire pour lequel Nadine a participé cette année. Mais c'est bien, c'est bien. D'accord, je regarderai ça. Alors, je vous interromps parce qu'il nous reste 10 minutes seulement sur ce temps de questions-réponses. Et j'ai vu qu'Anne-Adeline, tu avais levé la main. Je remets le micro. Bonsoir à toutes et merci pour ces échanges et ces exposés. Donc, je reviens un peu sur l'esprit critique. On n'aura pas vraiment trop le temps d'en débattre. Mais
la question s'est également posée, donc vous avez en partie répondu, mais c'est pour appuyer sur un point. Donc, si on va considérer les adultes comme les enfants, comme des êtres en devenir, des êtres qui vont développer, qui vont être en quête de l'autonomie de pensée, l'émancipation individuelle et collective dont vous avez parlé, la transformation de la société, le fait de se défaire de la posture agentique, de l'exemple de Milgram a été donné, et il est très bien développé chez Tereshchenko. L'esprit critique qui va être mettre en crise, qui va bousculer, est-ce que cela peut être exercé par un référent aussi éducatif, aussi pédagogue soit-il, aussi doué en animation ou cultivé ou ayant développé des méthodologies ou des connaissances en philosophie? Est-ce que la philosophie, elle ne devrait pas être hors mur, hors sol, en quelque sorte, reliant les pratiques différentes en organisation, en association, dans le cadre scolaire, dans un café, puisque vous avez évoqué en fait une très grande diversité de pratiques. Comment relier ces pratiques? Et j'en profite, le réseau Faire Philo est-il, par exemple, une des entités qui pourrait relier tous ces types de pratiques? Merci. Myriam, tu veux que je commence? Je dirais que, si tu veux, vas-y, bien sûr, avec plaisir. Je dirais que c'est vrai que tu as raison de parler de réseau, enfin de relier les pratiques. C'est un petit peu ce que je parlais, je disais en parlant de systématicité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas voilà, de faire un atelier en particulier et puis cet atelier-là développerait l'esprit critique, mais c'est vrai que c'est aussi reconsidérer les savoirs et la culture et peut-être, comme tu dis, hors des murs. Et alors sur la question du référent, je ne sais pas si j'ai vraiment compris. Tu veux dire, est-ce que ça peut être le rôle de l'éducateur de faire ça? C'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe que ce soit l'éducateur qui fasse ça? Tout à fait. J'interroge le paradoxe entre l'éducateur ou le pédagogue, le système aussi porteur, et s'il ne faudrait pas varier également les intervenants, par exemple, autour des enfants, de façon systématique. C'est Oui, alors il peut y avoir un problème si c'est l'éducateur ou par exemple le professeur des écoles qui fait l'atelier, s'il ne change pas de posture. C'est-à-dire qu'en fait, l'animateur, c'est toute une question de posture. S'il est toujours dans la transmissivité du savoir, s'il est toujours dans le je suis porteur de la parole et c'est moi qui est garant de l'autorité, et c'est moi qui au final ai le dernier mot, par exemple, ou voilà, ou si par exemple en animant, il valide lui-même les interventions des uns et des autres, là il va se poser dans la posture voilà, du professeur plus classique, plus traditionnel. Là, ça peut poser problème. C'est vrai que, en tout cas pour les éducateurs, il y a un véritable changement de posture à adopter et c'est pas toujours évident d'ailleurs de se dire bon maintenant c'est le temps de l'atelier et il faut changer de posture. C'est pour ça, comme tu dis, que d'autres personnes qui rentrent dans l'école ou alors des pratiques hors des murs de l'école, ça peut faciliter, en tout cas ça peut aider ce changement de posture, tout à fait. Myriam? Je rajouterais que moi, je conseille aux enseignants d'une école, quand ils veulent essayer de les mettre en place de manière autonome, ces ateliers-là, de faire des échanges de services pour ne pas se retrouver avec ses propres élèves. Cela dit, il y a des enseignants qui réussissent très très bien à changer de costume et à dire, bon, bah, alors de 14h à 15h, nous allons philosopher. Donc, je ne suis plus l'enseignant, je ne suis plus le maître et je suis, comme vous, un co-chercheur dans la communauté de recherche philosophique. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Et on est comme ça dans cette posture-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et concernant la posture, oui, comme on essaye de décentrer l'autorité, qu'il n'y a plus une autorité verticale, mais que cette autorité, elle est partagée entre tous les co-chercheurs de la communauté de recherche, on va mettre en place des règles qu'on va voter en concertation pour que les échanges se déroulent de manière sereine. Et puis, on va nommer des fonctions, notamment dans le courant éducation à la citoyenneté que moi, je mets en place parce que franchement, j'adore, je plébiscite ce protocole qui va permettre, là encore, hein, il y a des limites parce qu'on n'arrive pas dans les écoles à avoir toute l'année. Donc, moi, j'y arrive, j'ai des ateliers hebdomadaires dans mon local. Donc, je vois des enfants sur toute l'année. Donc, ça, c'est possible. Mais on va distribuer des fonctions, des métiers qui vont donc développer toute la visée démocratique et citoyenne. Et dans cette disposition-là, du coup, le maître n'est plus un maître. Et du coup, sa posture change. Et donc, si tu veux, le paradoxe que tu évoquais, c'est vrai, quand on vise l'émancipation, on n'est pas là pour transmettre ou pour… on est là pour accompagner. Et
l'étayage de l'animateur, du facilitateur, au départ avec un groupe qui n'a pas encore suffisamment, enfin qui ne s'est pas suffisamment approprié le protocole, qui démarre, quoi, qui débute, l'étayage, il va être un petit peu ferme, un petit peu puissant. Et puis l'idéal, enfin le but à atteindre, c'est que progressivement, l'animateur se met en retrait et que les échanges soient de plus en plus interactifs, quoi. Mais au départ, comme tout, ils sont un petit peu déstabilisés, les gamins, parce qu'on ne leur dit jamais, bah, tiens, on va réfléchir aujourd'hui à la question de la justice ou du courage. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Toutes vos réponses sont valables du moment que vous les argumentez. Au départ, les très très bons élèves sont complètement déstabilisés. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de notes. What's the fuck? Et les mauvais élèves, ou ceux qui sont considérés comme en décrochage scolaire ou en difficulté scolaire, justement, eux, ils vont trouver ce dispositif tout à fait génial. Et c'est eux qui vont verbaliser et oraliser le plus. Progressivement, on va trouver un rythme de croisière où tout le monde trouve sa place dans le groupe et l'animateur n'est qu'un co-chercheur au même titre que les autres, puisqu'il y a un président de séance qui distribue la parole, qui veille aux règles, puisqu'il y a un gardien du temps, puisqu'il y a un journaliste, puisqu'il y a un dessinateur. Michel Taudy a même rajouté un formulateur, un reformulateur et un synthétiseur ultra compliqué à mettre en place, j'ai jamais fait moi. Mais... Enfin, en gros, si tu veux, on s'aperçoit que finalement, le paradoxe, on peut, avec le temps et l'humilité, réussir à le faire disparaître pour qu'on soit vraiment dans la communauté de recherche philosophique qu'on cherche à créer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlie. Bah, si, en fait, moi, quand je commence un atelier avec les terminales, je commence par leur dire le but, c'est qu'à la fin de l'année, je ne parle plus du tout de l'heure. C'est que vous soyez autogéré et que vous arriviez, parce que je procède comme toi avec les métiers, hein, avec le dispositif démocratique. Donc voilà, c'est que déjà, c'est pas moi qui distribue la parole. Enfin voilà, donc et ça les surprend, hein, c'est clair que. Et puis et souvent, même si j'interviens par contre avec des petits, dans le cadre de l'école primaire, eh bien, souvent la maîtresse va me dire, ou le maître va me dire ah bah je l'avais jamais entendu comme ça, je l'avais jamais vu comme ça, il est incroyable. Donc d'où ce changement de posture qui permet aussi, voilà, parfois des petits miracles, quoi. Et bien sur ce, il est 18h29. Pas grave. Donc, pour te dire les horaires, Eva, tu voulais dire un mot de la fin peut-être? C'est frustrant. Oh, alors le mot de la fin, certainement pas, ça ne m'appartient pas. Non, peut-être pour juste faire un lien entre la question d'Evelyne et ce qui vient d'être dit par rapport à l'idée de l'évaluation, mais aussi, on va dire, des attendus qu'on pourrait avoir en tant qu'animateur. Peut-être mettre un petit peu l'accent sur l'importance de la préparation quand on vient justement d'extérieur et quand on vient dans les murs d'une institution quelle qu'elle soit, parce que j'ai aussi eu le cas dans un centre social avec des personnes qui travaillent avec des enfants au quotidien, qui les connaissent, sur l'importance en fait de faire vraiment un débriefing de ce que c'est déjà pour vous, qui allez animer un atelier de philo. Parce qu'en fait, faut pas oublier que malgré tout, on arrive aussi avec ce qu'on est. Et c'est aussi la problématique dont on parlait tout à l'heure. Et qu'on peut même sans le vouloir, se rendre compte que finalement, en termes d'objectifs, on ne se rejoint pas. Et que parfois, que ce soit dans une école avec une maîtresse ou dans un centre social, il y a comme des objectifs de réussite sociale ou de régulation de violence. Donc on arrive, ils ont une envie de résoudre un problème, ou en tout cas y contribuer par l'atelier philo. Et je pense que c'est quand même important d'en discuter et de vraiment mettre l'accent sur effectivement la posture, parce que moi j'ai eu le cas d'une maîtresse qui l'a vécu d'une manière extrêmement violente pour elle, et là elle est notre rôle aussi de bienveillance envers ça, parce que le fait que moi j'ai une capacité d'adaptation sur le bruit ou sur le fait que je laisse les enfants vivre, bouger pendant un atelier philo, ça a été très problématique pour elle. Elle qui est dans une posture, on se tait, on ne bouge pas, et elle l'a vraiment vécu. Moi, j'arrive de nulle part là, et puis elle avait l'impression que je lui foutais en l'air tout ce qu'elle voulait ou qu'elle voulait mettre en place depuis quelques semaines déjà, parce que c'était en début d'année. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important
juste, encore une fois, d'éclairer, de bien exprimer, de clarifier le pourquoi du comment, pourquoi on vient, et effectivement donner ces attributs d'un atelier philo, finalement, qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi on vient, en fait. Voilà. Alors, Myriam, en 1 minute. En général, quand les écoles te sollicitent ou les structures dans la cité te sollicitent, il y a une rencontre qui se fait. Alors, dans les écoles, dans les établissements scolaires, il y a une rencontre avec les équipes pédagogiques où là, tu présentes la pratique. Et bien évidemment, franchement, en plusieurs années de terrain, je n'ai jamais rencontré d'enseignant qui tombait de sa chaise parce que tout d'un coup, voilà. Un jour, j'ai eu effectivement une maîtresse de maternelle qui disons dans la classe de laquelle je n'étais jamais intervenue, qui est venue amener sa fille à un goûter philo en bibliothèque et qui a trouvé que peut-être il y avait, comment dirais-je, une dichotomie entre ce que l'école essaye de transmettre comme respect des règles, de vivre ensemble, et cette liberté apparente. Or, il faut savoir que l'atelier philo, c'est un cadre très ferme, un cœur tendre, mais c'est un cadre très ferme. Et c'est pour ça que c'est important de suivre une formation pour que, dès les premières secondes, finalement, on institutionnalise les règles et le déroulement pour qu'on ne soit pas parasité, pollué, intoxiqué par les problématiques que rencontrent parfois les enseignants dans le placement de leur autorité. En général, si tu as ces réunions au préalable, que tout est bien, effectivement, tu as raison, bien explicité, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire? Après, je ne sais pas. Charlie? Je peux quand même dire quelque chose, Marianne? Oui. Alors, je dirais que oui, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Eva. Souvent, on nous appelle aussi pour régler des problèmes. Par exemple, le problème filles-garçons, le problème de la violence dans certains cas. Parfois, c'est difficile d'expliquer le caractère désintéressé aussi de la pensée. Mais c'est aussi parce que ceux parfois qui nous missionnent, ce sont des gens qui sont dans les bureaux et qui n'ont pas forcément l'idée que il faut du temps pour penser, il faut aussi et que on va pas résoudre en un claquement de doigts et avec une baguette magique aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences, mais c'est pas forcément le but recherché d'un atelier philo que de résoudre la violence ou les problèmes filles-garçons. Donc, il faut aussi leur expliquer ça, c'est-à-dire que c'est, comme tu dis, il faut au préalable discuter, comme tu disais Myriam, et bien expliquer ta démarche et que ça peut avoir des effets très positifs secondaires, mais que le but premier, c'est quand même de philosopher et de réfléchir. Voilà. Et bien sur ce, il va falloir malheureusement s'arrêter un jour dans cette discussion, mais c'est peut-être le signe aussi qu'il va nous falloir une deuxième session pour pouvoir continuer de discuter de tout ça. Donc un grand merci à Myriam et Charlie de nous avoir partagé tous ces éléments aussi riches. Et donc nous, du côté de Faire Philo, on va réorganiser des moments d'échange, donc pas forcément sur la philosophie avec les enfants. La prochaine, d'ailleurs, sera animée par Tristan début juillet, le 3 juillet précisément, sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc voilà, on va essayer de balayer aussi d'autres sujets d'application de la philosophie pratique. Pour être tenu au courant de tout ça, on a une newsletter sur notre site à laquelle vous êtes théoriquement abonné si vous avez reçu ce lien pour aujourd'hui. On a une page LinkedIn aussi, si vous voulez nous suivre. Et du coup, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bravo à Myriam et Charlie. Ouais. Merci. Et merci Tristan pour les notes. Merci beaucoup. Bye bye. Je voudrais demander à Céline Céline Oanissian de faire